Le 8 septembre correspond à la journée internationale de l'alphabétisation. Cette 48e édition a pour thème alphabétisation et développement durable. Vous suivrez le message livré par la ministre de l'enseignement primaire dans ce journal. Seul candidat à la succession de Maman Ousmane au congrès ordinaire du parti, Abdoulabo est élu à la tête du CDS Rahma. Il met ainsi fin aux 23 ans de présence de Nafako Premier. Et puis le bureau exécutif fédéral du PNDS Tareya de la région de Tillabéri a tenu hier à Baleyara une assemblée générale. Objectif, sensibiliser les militants sur le fichier biométrique. Voilà pour le sommaire. Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Ce jour, 8 septembre, la communauté internationale célèbre la journée internationale de l'alphabétisation instituée depuis 1967 à l'occasion de la célébration de ce 48e anniversaire. La ministre de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation a livré un message. Madame Ali Mariama Al-Haji Ibrahim, que je vous invite à suivre. L'alphabétisation instituée en 1965 lors de la conférence des ministres en charge de l'éducation tenue à Téhéran en Iran. Cette journée est célébrée chaque année par la communauté internationale depuis la première édition en 1967. La commémoration de la Journée internationale de l'alphabétisation a pour objectif de promouvoir le sous-secteur, d'informer, de sensibiliser l'opinion nationale et de démontrer les opportunités qu'offre aux jeunes l'alphabétisation. Cette 48e édition que nous commémorons sous le thème de l'alphabétisation et du développement durable, démontre le rôle combien pertinent que ce sous-secteur joue pour le bien-être de la population en particulier et pour le développement des nations en général. C'est pour dire que ce thème est en parfaite harmonie avec le plan de développement économique et social PDES que s'est doté notre pays pour la période 2012-2015. Les axes 3 et 5 du PDES définissent clairement combien il est nécessaire d'intégrer le volet alphabétisation et formation des adultes dans les programmes de développement. Ceci est aussi démontré à travers l'engagement des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Issouf Mohamed, président de la République, chef de l'État, afin de garantir une éducation gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans à tous les enfants nigériens. Cette vision éclairée du président réduira sans nul doute le nombre de jeunes qui quittent l'école précocement chaque année, qui retombent dans l'analphabétisme et qui gonflent de façon considérable la proportion des adultes analphabètes. La journée internationale de l'alphabétisation est mise à profit par les pays membres de l'Organisation internationale pour l'éducation, la science et la culture UNESCO pour faire le plaidoyer pour une mobilisation des ressources en faveur de l'alphabétisation auprès des acteurs que sont les décideurs politiques, les collectivités, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les ONG et associations et le secteur privé. Cette opportunité annuelle est aussi l'occasion de dresser le bilan des réalisations dans le domaine afin de prendre des dispositions pour l'année à venir. Mesdames et messieurs, à cet effet, il est de mon devoir d'informer l'opinion nationale sur les actions menées par mon département ministériel. Pour la campagne 2013-2014, 1897 centres d'alphabétisation ont été ouverts avec une moyenne de 30 inscrits par centre. Quant au volet éducation non formelle, qui concerne la tranche d'âge de 9 à 14 ans, 2523 jeunes ont été pris en charge au niveau de 83 centres. En outre, pour un meilleur pilotage de ce sous-secteur, la politique d'alphabétisation et d'éducation non formelle a été finalisée et soumise au gouvernement pour adoption. Aussi, pour mieux cadrer les actions des multiples intervenants dans le domaine, un certain nombre de dispositions ont été prises dont l'élaboration et l'adoption des textes réglementaires. Mesdames et messieurs, le bilan exhaustif de la campagne passée montre que des avancées significatives ont été enregistrées dans le domaine. Mais beaucoup reste à faire, car selon l'enquête
de mix de l'Institut national des statistiques, en 2012, le taux d'alphabétisation est de 31,1%, ce qui est loin de l'objectif de 50% que s'est fixé notre pays dans le cadre de l'EPT pour 2015. Pour cela, des mesures sont prises dans la lettre de politique éducative et dans le programme sectoriel de l'éducation et de la formation en vue d'assurer une meilleure prise en charge des jeunes, adolescents et adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui ont été précocement déscolarisés. Et c'est pourquoi, au-delà des responsables du ministère en charge de l'éducation et de l'alphabétisation, j'invite solennellement tous les intervenants dans le domaine, les collectivités, les partenaires techniques et financiers, la société civile, les ONG et associations et les secteurs privés à se mobiliser afin que la commémoration de la 48e édition soit un déclic pour une prise en charge conséquente de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans notre pays. Je saisis cette occasion pour témoigner solennellement la gratitude du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et celle du Premier ministre, chef de gouvernement, son Excellence M. Brigitte Rafini, à tous les partenaires techniques et financiers et les partenaires sociaux de l'éducation pour leurs appuis multiformes au secteur de l'éducation en général et au sous-secteur de l'alphabétisation en particulier. Et je ne terminerai pas mes propos sans rendre un hommage mérité à la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, qui ne cesse de déployer son énergie pour la lutte contre l'analphabétisme. Et sur ce, je déclare officiellement lancée la commémoration de la 48e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation et de la campagne d'alphabétisation et d'éducation non formelle 2014-2015 au Niger. Je vous remercie. Comme l'a souligné la ministre de l'Éducation primaire et de l'alphabétisation, la commémoration de cette journée internationale de l'alphabétisation a pour objectif de promouvoir le sous-secteur, d'informer, de sensibiliser l'opinion nationale et de démontrer les opportunités qu'offre l'alphabétisation aux jeunes et adultes n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école. Que pensent cependant les acteurs intervenant dans le domaine éducatif de la célébration de cette journée? On les écoute. C'est que notre pays est toujours à la traîne par rapport au taux d'alphabétisation et dans ces conditions, notamment l'alphabétisation des femmes. Or, l'alphabétisation, c'est un créneau porteur vers l'autonomisation des femmes et la lutte contre la pauvreté, ce qui favorise un développement durable. C'est pour ça qu'à notre niveau, au niveau donc de notre réseau, nous souhaitons que le gouvernement inverse le taux d'alphabétisme pour pouvoir permettre donc à l'ensemble des citoyens qui n'ont pas accès encore à l'éducation de lettres, et notamment les femmes et la jeune fille. Ensuite, c'est qu'au niveau du gouvernement, il y a une pratique qu'on appelle la pratique du faire-faire, qui consiste à ce qu'il y ait un contrat entre le gouvernement et les organisations de la société civile pour apporter leur contribution à la lutte contre l'ignorance, contre l'analphabétisme. Ça aussi, nous souhaitons que le gouvernement puisse faire un effort en vue de revoir, d'alléger la procédure pour permettre à beaucoup d'ONG du secteur d'avoir accès à ces fonds-là. Au-delà, ce que nous souhaiterons, c'est que le gouvernement, les partenaires techniques et financiers appuient fortement le Niger pour l'atteinte des objectifs de l'EPT d'ici 2015. Cette commémoration, en tout cas, revêt pour nous une importance capitale parce que elle nous permet au moins de porter un regard particulier sur ces sous-secteurs de l'éducation qui, comme vous le savez, connaît encore un certain nombre de problèmes. Malgré tous les efforts qui sont menés par l'État et par les partenaires pour améliorer les indicateurs au niveau de ces sous-secteurs, il reste encore un certain nombre de défis à relever. Donc c'est vraiment pour nous l'occasion de porter encore un regard sur les différentes difficultés rencontrées par le sous-secteur, notamment en particulier en ce qui concerne l'accès, n'est-ce pas, à l'alphabétisation et aussi son développement institutionnel, parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que même en termes de personnel d'encadrement, il y a une faiblesse au niveau du ratio
parce que le ratio, normalement, entre alphabétisés et alphabétiseurs doit être amélioré, de sorte qu'il y ait un certain nombre important quand même d'instituteurs, de conseils pédagogiques et d'inspecteurs du domaine. Alors, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment un très faible taux d'encadrement au niveau de ce secteur-là. Et je pense que c'est cela qu'il faut aussi relever comme défi pour permettre vraiment au grand nombre de Nigériens à avoir accès donc à l'alphabétisation, parce que vous savez que c'est un sous-secteur qui contribue très significativement à l'amélioration du taux de scolarisation dans notre pays. Cette journée de l'alphabétisation doit être une journée au cours de laquelle, en principe, les responsables politiques doivent quand même créer les conditions d'être aux côtés des populations, particulièrement les populations les plus reculées, pour leur expliquer en tout cas c'est quoi cette journée, les fondements de cette journée et en tout cas les avancées que nous sommes en train d'enregistrer, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des avancées au Niger, particulièrement à cette question d'alphabétisation, les avancées que nous sommes en train d'avoir et les difficultés rencontrées dans le cadre en tout cas de cette question d'alphabétisation. Il faut quand même qu'on crée les conditions, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on attende seulement la journée de l'alphabétisation pour parler d'alphabétisation. Moi, je pense que si déjà on a mis dans la dénomination du ministère, en tout cas la dimension alphabétisation, c'est pour que nous puissions prendre en compte cette question et créer les conditions effectivement de continuer en tout cas à croire qu'au Niger nous pouvons avoir une éducation réussie, que nous pouvons avoir une en tout cas éducation ou une scolarisation très bien avancée en créant toutes les conditions de pouvoir atteindre ceux qui sont concernés par en tout cas la dimension alphabétisation. Voilà un peu, en tout cas, nous, notre vision au niveau du SENACEP, de la commémoration de cette journée. Je crois qu'il faut dire qu'en principe, c'est même cela, l'alphabétisation fait partie, nous, de nos engagements et surtout, en tout cas, de nos missions traditionnelles en tant qu'organisation syndicale pour relever le défi qui nous attend. Certains acteurs de la société civile nigérienne se sont également prononcés sur la commémoration de cette journée. On écoute. Vous savez, un pays où le peuple est bien alphabétisé, c'est un pays qui gagne économiquement. Parce que surtout chez la jeune fille, une jeune fille qui est alphabétisée, naturellement, elle saura bien s'occuper de sa santé et ses enfants et naturellement développer ses petits commerces pour avoir des bénéfices. Également pour l'homme, si l'homme aujourd'hui est bien alphabétisé, il peut développer son agriculture, même la communication peut passer avec un peuple qui est bien alphabétisé. Malheureusement, au Niger, nous sommes à un taux de 19 à 20% actuellement, ce qui veut dire que ça nous reste beaucoup. Et vous savez, au Niger, le problème, c'est un problème de politique. La politique de l'alphabétisation au Niger, elle est ancienne. Elle date de 1980. Et à l'époque, elle était mise en œuvre par l'INDRA. Mais cette politique, malheureusement, n'a pas été soutenue par les bailleurs de fonds et les différents acteurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu une accélération naturellement au niveau des objectifs. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ces chiffres très bas. Et je pense que cette journée, c'est une journée importante. Vous avez remarqué, mais quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement parce que le partenaire ne s'intéresse pas, les acteurs ne s'intéressent pas. Cela veut dire que c'est une journée qui a été délaissée. Même le secteur complètement a été délaissé. Il y a un manque de financement dans le secteur. En 2009, c'est moins de 2 milliards qui a été injecté pour l'alphabétisation au Niger. Je ne sais pas, le budget maintenant ça a évolué. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec l'appui de certains acteurs, il y a une étude qui a été faite pour évaluer les problèmes. Et il y a eu tellement de problèmes qui ont été évalués, les problèmes de manque d'accélération, les problèmes de financement, les problèmes de stratégie. Mais aujourd'hui, je crois que les acteurs sont en pourparlers avec les différents ministères pour voir comment est-ce qu'on peut mettre une vraie politique nationale d'alphabétisation pour aider les enfants du Niger. Pour qu'un secteur ou un système marche, il faut l'engagement politique. S'il y a un engagement politique, il faut également l'adhésion de la communauté internationale. Il faut l'adhésion des acteurs. Il faut l'adhésion de tout un chacun. Parce que c'est un secteur qui a besoin de financement. Aujourd'hui, un simple exemple, comme je parle toujours du financement additionnel. Aujourd'hui, un commerçant, un individu, un patron peut créer un centre d'alphabétisation dans son village. Ça ne coûte rien du tout. C'est un hangar, un tableau avec un enseignant volontaire. Donc je crois que tout le monde peut apporter sa contribution pour éduquer les enfants du Niger, pour éduquer naturellement les femmes et les hommes du Niger.
dans un village, aujourd'hui étant connaissant l'importance de l'école, connaissant l'importance de la scolarisation, je peux créer avec 100 000 francs une école dans mon village. Il suffit d'avoir un hangar, les femmes quand elles n'ont rien à faire la nuit, 1 heure, 2 heures, ça permettra aux femmes en tout cas d'être alphabétisées et de participer au développement économique et social. Sur le plan politique, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont bien alphabétisés, vous n'avez pas besoin de raconter vos vies, il suffit d'envoyer vos programmes et les gens vont comprendre. Et ça permettra aussi de faciliter la communication. Sur les panneaux, dans le marché, parce qu'aujourd'hui on parle d'Ebola, si nous sommes face à un peuple qui est alphabétisé, la communication passe mieux et les gens vont mieux comprendre, vont internaliser. Les questions d'assainissement que nous connaissons aujourd'hui, c'est un problème d'alphabétisation, excusez-moi le terme. Aujourd'hui, si on est alphabétisé, on comprend le danger qui nous guette à travers ces déchets, on pourra faire le minimum ou le maximum pour nous en débarrasser. Mais malheureusement, on ne peut pas évoluer tant que les gens ne sont pas alphabétisés. Et je pense que l'État doit mettre le moyen conséquent parce que jusque-là, il n'y a pas de gros moyens. Actualité politique, ouverture hier matin au Palais des Congrès de Niamey des assises du 7e congrès ordinaire du CDS-RAM. Des assises qui vont permettre d'élire un nouveau président à la tête du parti et également permettre aux militants de réaffirmer leur appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger. Le point avec Mariama Soumana. Réunis autour d'une cause commune, celle de se conformer à la légalité républicaine, les militants du CDS Rahama des 8 régions du pays ont tenu ce week-end les travaux du 7e congrès ordinaire du parti. Un congrès décisif qui permettra de régler les différends internes qui affaiblissent le parti. Ce congrès placé sous le signe de l'unification du Parti vert a vu la participation des partis amis, en l'occurrence c'est de la MRN, la mouvance pour la renaissance du Niger. Les assises de ce congrès ont pour objectif d'élire les nouveaux membres du bureau politique national, des militants qui auront la lourde tâche de conduire la destinée du Parti vert. Ce congrès historique est également l'occasion pour ces militants de réaffirmer leur appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Il vous souvient que le 16 février 2011, une 80aine de membres du bureau politique national issus du 6e congrès de notre parti, tenu à Maradi en septembre 2007, une 80aine de membres, comme je le disais donc, a choisi d'apporter son soutien indéfectible au candidat Issoufou Mahamadou au second tour des élections présidentielles tenues le 12 mars 2011. Depuis lors, la base de notre mouvement s'est considérablement accrue avec l'adhésion de plusieurs centaines de délégués nationaux, de présidents de délégations régionales, départementales et communales, responsable des cellules de base. En outre, un des 3 députés du CDS Rahama est venu renforcer les bases de celles et de ceux qui ont décidé de rénover le CDS Rahama au fin de restaurer la splendeur de ce parti. Soutenant unanimement la candidature de Abdoulabo à la présidence du parti, les femmes ainsi que la jeunesse du CDS Rahama ont tour à tour pris la parole pour réaffirmer leur engagement à porter haut le flambeau de leur grand parti qui a perdu ces 3 dernières années sa grande notoriété. Après 3 ans de turbulence, aujourd'hui, nous pouvons parler. Nous pouvons nous pavaner, si je peux le dire, dans les villes de Niamey et même partout dans le pays. Parce que CDS Rahama a retrouvé sa crédibilité. CDS Rahama, on ne parlera plus de... On parle de CDS Rahama tout court. Le CDS Rahama aujourd'hui est un CDS Rahama uni et fort, tel que vous l'avez constaté, comme le thème de notre congrès d'aujourd'hui. Si aujourd'hui la jeunesse se retrouve parmi vous, c'est parce que cette jeunesse croit, cette jeunesse est prête à s'engager dans la démarche pour que le CDS Rahama retrouve
sa crédibilité d'antan. Vraiment, on n'hésite pas. Nous avons fait le bon choix, nous ne sommes pas trompés. À notre bureau politique, je dis merci. Nous disons merci aux camarades du bureau politique, à tous les camarades du bureau politique qui, malgré les critiques, malgré tout ce qui se disait tout bas et même ce qui se disait haut, ont vraiment gardé dans la dignité et dans l'honneur le sens de sauver le parti. De 24 députés avec un suffrage électoral de 26% en 1993, le Parti vert se retrouve actuellement avec 3 députés au sein de l'hémicycle avec un résultat de 8,32% lors des dernières élections présidentielles. Preuve que le CDS Rahama est en chute libre, d'où la nécessité pour ses militants d'œuvrer afin que le parti retrouve toutes ses lettres de noblesse. Justement, les travaux de ce 7e congrès ordinaire du CDS Rahama placé sous le thème CDS Rahama unis et forts ont pris fin ce matin. À l'issue de ce congrès, c'est M. Abdoulabou qui prend la tête du parti, succédant ainsi à Maman Ousmane qui dirigeait le parti depuis sa création en 1991. Le résumé avec Moudi Moussa et Issa Hassan. Rassemblant l'essentiel ou presque des délégués du Parti vert issus de 8 régions du pays, les assises de la 13e Assemblée générale, couplées à celles du 7e congrès ordinaire de la Convention démocratique et sociale, se sont achevées tard dans la nuit ce dimanche au palais de congrès de Niamey. Placés sous le signe de l'unité, les travaux de ces 2 plus hautes instances du Parti CDS Rahama, clos sur une note de satisfaction générale de ses organisateurs, devaient également permettre aux quelques 600 délégués participants de passer au crible les difficultés et autres soubresauts traversés par le parti, mais aussi et surtout de procéder au toilettage des textes fondamentaux de cette formation politique. Des travaux qui atteindront leur point d'orgue avec l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante pour le parti, une étape cruciale qui sera soumise à la supervision d'au moins 3 huissiers de justice, dont la tâche consiste à veiller sur la régularité des mandats présentés. Et sans surprise, c'est l'unique candidature à la présidence du parti, à savoir celle de Abdoulabou, qui sera plébiscitée à l'unanimité des congressistes présents aux assises de Niamey. Depuis que le CDS Rahama a été créé, il n'y a jamais eu une réunion du bureau politique, une réunion au niveau du congrès où on a enregistré toutes les régions qui se sont prononcées pour un seul et unique candidat. Dans ce cas d'espèce, l'ensemble des 8 régions du Niger avaient déjà, lors de leur réunion préparatoire, décidé que le seul candidat pour ces régions prises individuellement, c'est Abdoulabou, un point, c'est tout. Cette résolution a été portée ici, ou bien cette idée a été portée au Congrès, et le Congrès a entériné avec acclamation, par acclamation, cette idée-là. Donc, le camarade Abdoulabou a été élu par l'ensemble des 8 régions par acclamation à la tête du parti, à la présidence du parti CDS Rahama. Je vous assure, avec le temps qu'on a passé pendant 3 ans dans les couloirs de la justice, et maintenant ce qui vient d'arriver, vraiment c'est un ouf. Et j'ai oublié de vous dire, il y a une menace qui était là, parce que le ministre de l'Intérieur avait écrit, si jamais on ne tenait pas ce congrès, notre parti serait suspendu. Aujourd'hui, on a écarté cette possibilité-là et on a mis notre parti dans le droit chemin. Plusieurs innovations ont par ailleurs été apportées dans le fonctionnement du Parti vert à l'issue des présentes assises, sanctionnées par une série de résolutions et recommandations. Le 7e congrès ordinaire du CDS Rahama, tenu les 7 et 8 septembre 2014 à Niamey, se félicite des résolutions des 8 délégations régionales CDS Rahama qui ont décidé de présenter la seule et unique candidature du camarade Abdoulabou au poste de président du parti CDS Rahama. En conséquence, le Congrès décide de porter le camarade Abdoulabou à la présidence du parti CDS Rahama, fait à Niamey le 8 septembre 2014, le Congrès. Le 7e congrès ordinaire du CDS Rahama, tenu les 7 et 8 septembre 2014 à Niamey, félicite et encourage son Excellence le Président de la République pour ses efforts inlassables pour améliorer
les conditions de vie des populations nigériennes à travers son programme pour la renaissance du Niger, fait à Niamey le 8 septembre 2014, le Congrès. Résolution numéro 3. Le 7e Congrès ordinaire du CDS Rahma, tenu les 7 et 8 septembre 2014 à Niamey, apporte son appui au programme de la MRN et réaffirme son appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, fait à Niamey le 8 septembre 2014, le Congrès. Résolution numéro 4. Le 7e Congrès ordinaire du CDS Rahma, tenu les 7 et 8 septembre 2014 à Niamey, et afin de redynamiser les organisations de masse affiliées au parti CDS Rahma, demande au bureau politique national, premièrement, de tout mettre en œuvre pour la tenue dans le plus bref délai des congrès de l'Association des cadres et travailleurs Rahma, ACTR, et de l'Association des opérateurs économiques Rahma, ASOER, fait à Niamey le 8 septembre 2014, le congrès. Créé aux premières heures de l'avènement du multipartisme au Niger et dirigé depuis lors par Maman Ousmane, la Convention démocratique et sociale est également la première formation politique à être démocratiquement portée à la tête de l'État. Déchiré par de nombreux soubresauts à l'interne depuis les dernières élections générales de 2011, ce parti qui tente de resserrer ses rangs espère, avec la tenue de la présente instance, mettre définitivement un terme à plus de 3 ans de crise. Et pour ce faire, la CDS Rahma appelle de vive voix ses militants à plus de cohésion afin de faire davantage rayonner les idéaux de ce grand parti. Politique toujours, les militants des sections Nassara, El Albadé Abouba des régions de Dosso et Tillabéri ont organisé hier au palais du 29 juillet de Niamey un meeting d'information objectif pour réunir les militants afin de donner une nouvelle ère de conduite au parti. Aousi Abdraman, Senyaye et Boubacar et Maran Mega pour le compte rendu. C'est sur fond d'animation que les militants et sympathisants du MNSD Nassara El Albadé Abouba ont célébré le grand meeting organisé par les sections des régions de Dosso et de Tillabéri sous la houlette de l'honorable député Hamazada, qui est aussi le président de la section de Dosso. Un meeting qui témoigne de l'appui de ses militants à son secrétaire général Albadé Abouba, qui apporte tout son soutien au président de la République. C'est à travers plusieurs véhicules de transport en commun que les militants et sympathisants du MNSD Nassara ont quitté la nuit du samedi dernier la ville de Dosso pour avoir comme point de chute Niamey. Nombreux étaient donc les jeunes militants qui ont effectué ce déplacement. En prononçant le mot de bienvenue de ce meeting, le président de la section de Niamey, Amadou Salifou, a félicité les militants et sympathisants qui ont bien voulu assister à cette géante cérémonie avant de mettre l'accent sur les réalisations engagées par le président de la République pour faire prospérer le Niger. En prononçant l'allocution d'ouverture de cette cérémonie, le secrétaire général du parti Albadé Abouba a quant à lui salué la décision courageuse de son parti à participer au gouvernement d'union nationale, gage de stabilité et de quiétude sociale dans notre pays, avant de réitérer son soutien au président de la République. Il vous souviendra que le 25 juillet 2013, le MNSD Nassara avait pris la décision courageuse et historique de participer au gouvernement d'union nationale. Le bureau politique national du MNSD Nassara avait officiellement et formellement entériné les propositions qui avaient été soumises par les différentes instances du parti le 25 juillet 2013, et c'est là, dans le souci d'assurer à notre pays une stabilité politique et institutionnelle durable, avec la mise en œuvre d'un programme commun de gouvernement susceptible à terme de garantir la paix, la sécurité et le développement de notre pays. Le contexte sécuritaire et les nombreux défis de développement le commandaient et le commandent toujours pour un pays aussi fragile que le nôtre, situé entre plusieurs foyers de conflit. Militantes et militants, je sais que vous tenez à l'unité nationale. Je connais votre volonté à sauvegarder la grandeur et les intérêts fondamentaux de notre grand parti.
Je connais tout également votre attachement aux principes de la démocratie et aux valeurs fondamentales de notre société. La forte mobilisation des militants des sections MNSD de Dosso et de Tillabéri à Niamey témoigne de la cohésion de ceux-ci et du dynamisme de ce parti qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être de tous les Nigériens. Voilà pour clore ce chapitre consacré à la politique. Le bureau exécutif fédéral du PNDS Taraya de la région de Tillabéri a tenu hier dans le département de Baleyara une assemblée générale. L'objectif, échanger avec les militants et les sensibiliser sur le fichier biométrique. Nous retrouvons Al-Mokhtar Kene et Soumaïla Dandi. Échanger avec les militants afin d'enregistrer les différents problèmes et y apporter des solutions adéquates. Tel est l'objectif de cette assemblée générale organisée par le bureau exécutif fédéral PNDS Taraya de la région de Tillabéri. C'est le président de la section de Baleyara, El Haj Abdraman Bonkano, qui a de prime abord souhaité la bienvenue aux hôtes venus des 13 départements de la région de Tillabéri. Ensuite, le président de la région de Tillabéri a rendu grâce à Dieu qui leur a permis de se réunir dans la paix et l'harmonie. Il a également salué la présence des militantes et militants qui ont abandonné toute activité en ce jour de marché de Baleyara pour répondre à l'appel du parti. Le coordonnateur régional a pour sa part présenté les salutations du bureau exécutif national à l'assistance avant d'expliquer largement le fichier biométrique et inviter les militantes et militants à se faire enregistrer au moment venu. L'Assemblée générale a formulé plusieurs motions. Motion de soutien à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, et au gouvernement. Le bureau exécutif fédéral du PNDS Taraya de Tillabéri, réuni en Assemblée générale ordinaire le dimanche 7 septembre 2014, 1. Félicite son Excellence M. le Président de la République et le gouvernement pour toutes les actions mises en œuvre pour concrétiser les engagements pris devant la nation et contenus dans son programme de renaissance. 2. Apporte son appui dans toutes les actions entreprises pour l'amélioration des conditions de vie, l'instauration d'un climat de quiétude et d'équité à tous les fils et filles du Niger. L'Assemblée générale. L'honorable député Seyni Salou a saisi l'occasion pour lancer un appel aux militantes et militants du bureau fédéral PNDS Taraya de la région de Tillabéri. L'appel que j'ai à faire pour les militants, à l'endroit des militants, c'est que les gens n'ont qu'à faire le maximum d'efforts pour se faire inscrire sur les listes. Parce que cette fois-ci, c'est pas quelqu'un d'autre qui va t'inscrire, c'est toi-même en personne qui va aller devant les caméras, on va prendre ta photo et insérer sur la liste. Donc vraiment, si tu es quelque part, tu ne pourras pas être sur la liste. Et si tu n'es pas sur la liste, tu ne pourras pas voter en aucun cas. L'Assemblée générale a pris fin sous une note de satisfaction totale. Rendez-vous est pris l'année prochaine dans un autre département de la région de Tillabéri. Autre aspect de cette édition, la fondation Tatali Iyali de la première dame, Dr Malika Issoufou, a réceptionné ce matin de la part de la fondation Phoenix Humanitaire International basée à Nantes, en France, un don d'équipements médicaux et de matériel roulant. Un don qu'elle a ensuite remis au service technique de maintenance du ministère de la Santé publique. Le compte-rendu est signé Mourtala Zouberou et son beaux amis. Composé de matériel médicaux, de chariots, de matelas, de consommables enfants, d'une ambulance et d'une clinique mobile et d'autres accessoires médicaux est le fruit de la fondation Phoenix Humanitaire International basée à Nantes, en France, avec la participation du groupe Bolloré Africa Logistique, avec l'appui de la fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou. Une fondation qui œuvre en faveur de l'amélioration de la santé des populations nigériennes. Si ce matériel est ici, c'est grâce à l'action et aux moyens logistiques que notre président, M. Vincent Bolloré, président du groupe Bolloré Africa Logistique, a mis à notre disposition pour acheminer tous ces matériels
depuis la France jusqu'à Niamey. Notre président vous adresse ses sincères et amicales salutations. Enfin, je dois vous dire personnellement combien je suis fier et heureux d'être parmi vous pour remettre à la Fondation Yali, donc à remettre à la Fondation tous ces matériels et ces véhicules. Voilà, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, je remets les clés à la Fondation, Madame la Vice-Présidente. La représentante de la Première Dame, Dr Mélie Diallo, après avoir réceptionné le don, l'a à son tour remis au ministre de la Santé publique qui a saisi l'occasion pour remercier les deux fondations pour ce geste combien louable qui vient renforcer les capacités des centres médicaux. Nous tenons de prime abord à remercier la Fondation Teteli Yali qui n'est pas à son premier geste en direction du ministère de la Santé publique. Ces dons composés d'équipements médicaux, de matériel roulant, de beaucoup d'autres articles qui rentrent dans le cadre de l'amélioration de la santé de nos populations. Donc c'est un don vraiment qui va nous être très utile. Et ce don a été fait à la Fondation Teteli Yali par la Phoenix Humanitaire Internationale, une structure, une association basée à Nantes qui est animée par des bénévoles français qui récupèrent du matériel, les remet à l'État et les donne à des pays ou à des structures qui en ont besoin. La représentante de la Fondation Teteli Yali a précisé les objectifs de la présente cérémonie. Ministre de la Santé, nous venons de faire la réception de matériel médical. Ce matériel médical est composé, comme vous le voyez derrière moi, d'une clinique mobile avec une ambulance. Et en plus de cela, vous avez un matériel médical qui est composé de divers articles qui partent des lits avec tous leurs accessoires, c'est-à-dire matelas, draps et tout. Et puis au niveau d'un brancard, les tables de consultation et les consommables médicaux d'anesthésie, de chirurgie et de médecine générale. Yali n'est pas à sa première action. Cela rentre en droite ligne avec les différentes directives que la présidente de la Fondation, Dr Issoufou Malika, avait souligné et avait fait ressortir et continue de se battre pour rester dans le cadre logique que s'est assigné cette fondation. Ce don réceptionné par la Fondation Teteli Yali permettra de renforcer et d'améliorer la qualité des soins des populations nigériennes. Sur un tout autre plan, lancement officiel ce matin au Centre de formation en technique de transport routier de la formation de 30 moniteurs de conduite automobile des forces de défense et de sécurité. Cette formation, qui concerne la garde nationale, la gendarmerie nationale ainsi que la police nationale, vise à renforcer les capacités des agents chargés de la maintenance des parcs automobiles. Le point avec Essa Ibrahim et Jamil Oumour. Cette cérémonie solennelle consacre la formation au profit de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale du Niger de 30 moniteurs de conduite par le Centre de formation aux techniques des transports routiers CFTTR. Une formation qui fait partie des préoccupations majeures des 3 chefs de corps pour qui l'acquisition des moyens logistiques est une priorité car elle permet à leurs unités respectives d'accomplir leur mission avec brio et professionnalisme. Cette option de formation des moniteurs de conduite est d'autant plus importante qu'elle permet aux récipiendaires de former l'essentiel de vos chauffeurs pour l'avenir. Elle n'est donc pas un choix dicté par le hasard. Elle procède de la nécessité de renforcer les capacités des agents chargés d'assurer la maintenance de vos parcs automobiles qui se sont significativement accrus du fait des appuis importants que leur a apporté l'Union européenne à travers le PAGED 2. Le CFTTR, créé depuis 1982, a acquis une grande expérience dans le domaine de la circulation, de la sécurité routière et de la conduite automobile pour avoir formé l'ensemble des moniteurs et examinateurs du permis de conduire au Niger. Nous invitons par conséquent les stagiaires à plus d'assiduité afin de mieux profiter de cette session de formation qui s'étalera sur 3 mois. Aussi,
Au cours de la formation, vous aurez à parcourir les différents thèmes, dont entre autres la pédagogie appliquée et l'entretien courant de l'outil de travail qu'est le véhicule. Nous savons déjà la certitude que vous en recevez outillé de bagages suffisants vous permettant de mener à bien votre future mission de formateur. Le choix porté sur ces trois forces n'est pas fortuit, car les forces de défense et de sécurité ont été toujours placées à l'avant-garde de la lutte contre l'insécurité routière au Niger. Après ces 3 mois de formation, ces agents seront des références, car les fonctions et les responsabilités qui seront les leurs seront lourdes de conséquences, parce que délivrer un permis de conduire à un chauffeur est synonyme de mettre entre ses mains la vie et les biens des personnes. Autre fait de l'actualité, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey d'un atelier national du lancement officiel de la faisabilité d'un projet pilote sur l'assurance indicielle agricole contre la sécheresse, un projet financé par le PNUD. D'autres précisions avec Hima Sebou et Abdou Seydou. Cet atelier national de lancement officiel de la faisabilité d'un projet pilote sur l'assurance indicielle agricole contre la sécheresse s'inscrit dans le cadre de l'initiative de la coopération entre le gouvernement du Niger et ses partenaires techniques et financiers afin de répondre aux préoccupations des producteurs ruraux. Cette cérémonie vise comme objectif de lancer officiellement le titre de faisabilité du projet pilote. La représentante résidente adjointe du PNUD au Niger a évoqué les dégâts que peuvent causer les aléas climatiques. Elle a par la suite démontré toute l'importance de cet atelier avant de réaffirmer l'engagement du PNUD à soutenir le Niger. Il est important que le projet pilote qui va être lancé permette d'identifier des solutions durables en matière d'assurance indicielle au Niger qui puissent être étendues à tout le pays. Aussi, il est essentiel que les agriculteurs, qui sont les premiers concernés, soient associés de près à toutes les étapes du projet. Le PNUD est très heureux d'être également associé à ce projet. Nous sommes convaincus de l'importance d'adopter des approches novatrices pour aider le Niger à faire face aux risques climatiques et à être en mesure d'assurer la sécurité alimentaire de tous les Nigériens, ce qui est d'ailleurs la volonté du gouvernement à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Dans cet esprit, je vous souhaite de fructueux échanges et attends avec impatience le résultat de vos réflexions. Procédant à l'ouverture de cet atelier, la directrice de cabinet du Premier ministre, présidente du CNE2, a salué cette initiative qui est au centre des préoccupations du programme de renaissance du président Issoufou Mamadou. Le présent atelier a pour but de lancer officiellement l'étude de faisabilité du projet pilote. Plus spécifiquement, il permettra d'informer les participants sur les enjeux et défis à relever en matière de l'impact des changements climatiques dans le secteur de l'agriculture et les obstacles et opportunités pour l'assurance indicielle pour le Niger. D'identifier les zones géographiques ciblées pour l'étude de faisabilité et définir les paramètres et le cadre pour l'expérimentation. D'identifier les parties prenantes stratégiques et définir leurs tâches. Et enfin, d'élaborer un plan de travail et de consultation pour la mise en œuvre du projet pilote et apporter une grande visibilité aux étapes de l'étude. Comme vous le constatez, chers participants, de par ces objectifs, cet atelier est d'une importance capitale au regard des impacts positifs qu'il pourrait générer au profit de populations rurales vulnérables, somme toute au centre des préoccupations du programme de renaissance du Niger. C'est pourquoi je vous invite à suivre avec intérêt les différents exposés qui vous seront présentés et à mûrir les réflexions autour de cette question si importante d'assurance climatique et de votre rôle en tant qu'acteur auquel Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Brigitte Rafini, attache du prix. Le gouvernement compte beaucoup sur vos propositions, suggestions et recommandations qui serviront de tableau de bord pour une mise en œuvre réussie de cet investissement. 2 jours durant, les participants auront droit à la présentation de plusieurs panels, cela en vue de la mise en œuvre effective de ce projet pilote qui porte sur l'assurance indicielle agricole contre la sécheresse dans le secteur agricole au Niger.
Sans transition, le programme d'action communautaire PAC 3 a procédé ce matin au lancement des activités de son site web. Une initiative qui vise à renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre du développement local et faciliter ainsi l'accès des populations aux services sociaux économiques. Le point avec Aïssata Isakindo et son moderne. La présente cérémonie, qui fait l'objet du lancement du programme des activités du site web du programme d'action communautaire Pacte 3, a pour objectif de renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre du développement local et d'améliorer l'accès des populations ciblées aux services socio-économiques. Ce programme d'une durée de 4 ans, financé par la Banque mondiale et le Fonds mondial pour l'environnement, avec la contribution du gouvernement nigérien, rentre dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. En effet, il n'est plus à démontrer de nos jours que le site web est un des outils les plus utilisés pour un large partage des informations à travers le monde. Et c'est dans ce sens que nous espérons que cet outil de communication jouera un rôle majeur dans la promotion des activités du programme d'action communautaire, comme je le disais tantôt, qui est considéré aujourd'hui comme un véritable outil de mise en œuvre de l'initiative 3N. Nous voulons ainsi, grâce à cet outil, permettre à tous nos partenaires de suivre et partager avec nous en temps réel l'état de mise en œuvre des activités de ce programme. Je voudrais ici, au nom des communautés bénéficiaires de ce programme, remercier encore une fois de plus les partenaires techniques et financiers. Le lancement du site web du PAC 3, un site dynamique qui présente le PAC 3 dans toutes ses composantes, ainsi que ses activités, permettra aux populations ciblées d'avoir un accès fiable au déroulement des multiples activités du PAC 3 dans plusieurs langues internationales. Un site qui est www.pact3-niger.org. Actualité dans nos régions, le chef de tribu Itagan du groupement Kelfadei, à l'issue des élections libres et transparentes, est désormais connu. Il s'agit de Biga Marwan qui succède ainsi à son père décédé il y a 5 ans. Le compte rendu de nos confrères de Télé Sahel basés à Agadez, Mohamed Madou et Ibrahim Mariko. L'école primaire de Timoumenen, à quelques encablures de la ville d'Ingala, a servi de cadre aux opérations de vote du nouveau chef de tribu Itagan, une importante fraction de la communauté nomade de la région d'Agadez, rattachée à l'autorité coutumière du groupement Kelfadei. C'est le préfet du département d'Ingal, M. Abdou Dari, qui a supervisé la consultation populaire en présence du président du conseil régional Mohamed Anako, du maire Abdouane Mohamed et d'une foule compacte constituée en majorité des membres du collège électoral. À ces derniers, le préfet a jugé bon de rappeler avant l'ouverture du scrutin les règles élémentaires du jeu démocratique en matière du choix des hommes par la voie des urnes. À propos de l'élection du chef de tribu Itagan, une seule candidature a été enregistrée en vue de pourvoir ce poste resté vacant pendant 5 ans. Il s'agit de celle de Biga Marwan, qui a été d'ailleurs plébiscité pour succéder à son père décédé. Au terme d'un vote démocratique juste et transparent, il obtient sans grande surprise 150 voix favorables sur une liste électorale de 136 inscrits au départ. Par conséquent, M. Biga Marwan, né en 1969 à Fagochia, a été choisi conformément aux lois et règlements de la République pour présider aux destinées de la tribu Itagan. Le préfet du département d'Ingal, Abdou Dari, le maire de la commune et le chef de groupement Kelfadei lui ont, séance tenante, prodigué les conseils d'usage. Les intervenants ont rappelé au nouveau chef la lourde responsabilité que lui confère son statut d'auxiliaire de l'administration, garant de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Sagesse, impartialité, tolérance, probité morale, telles sont les qualités humaines exigées d'un bon chef, lui ont-ils notifié en substance. Le représentant de la tribu a tenu au nom du comité d'organisation à remercier les bonnes volontés ayant permis la réussite de cette cérémonie. Une mention spéciale de remerciement a été faite à l'endroit de l'ONG HD Tamad, représentée pour la circonstance par l'épouse du ministre de la Santé publique, M. Mano Agali. Le programme de manifestation se termine par l'intronisation du nouveau chef de tribu. M. Biga Marwan se prêtera, tradition oblige, au sacre rituel de port du turban
symbolisant son investiture au trône de la chefferie traditionnelle de la tribu Itagan, un cérémonial organisé au rythme envoûtant de l'Al-Gaïta, exécuté par les musiciens chevronnés de la cour du sultanat de l'Aïr. En marge des manifestations tenues à l'occasion de l'élection du chef de la tribu d'Itagan dans le département d'Ingal, une déclaration de soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou, a été rendue publique. La teneur avec Alassane Youssouf, porte-parole de cette communauté. Réunis pour élire le chef de tribu Itagan et le mettre en face de ses responsabilités vis-à-vis des vaillantes populations de la tribu Itagan. Le choix de cette date n'est pas fortuit. En effet, nous sommes dans une période où le département d'Ingal, à l'approche de la grande et légendaire fête de la Kursalé, accueille tous les éleveurs de l'Aïr, de la Zawak et d'Amerkou. La présente déclaration est, comme vous l'aurez compris, celle de l'ensemble des populations citées ci-dessous, qui d'ailleurs, à travers l'histoire, ont toujours été inanimes par rapport à leur choix de société. Il vous souviendra qu'il y a quelques années, il était impossible de se regrouper ou se réunir dans les profondeurs de cette zone du fait de l'insécurité qui y sévissait. La sérénité aujourd'hui est une réalité et votre présence ici parmi nous en est la preuve irréfutable. Aujourd'hui, et conformément aux mesures prises par son Excellence El-Hadji Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, pour faire régner la paix et la quiétude sur l'ensemble du département d'Ingal, dont nous savourons aujourd'hui les réalités avec les mouvements des populations nomades venues de partout. Cette paix que nous chérissons tant est acquise grâce aux efforts déployés par les 10 fils de l'Aïr qui sont présents dans cette assemblée, dont son Excellence Mano Agali, ministre de la Santé publique, en présence de son épouse, Madame Mano Agali, représentante aux relations extérieures de Had Tamad. Cette ONG, si salutaire pour nous, qui œuvre particulièrement pour la paix et le développement dont nous avons tant besoin. Nous remercions l'ONG Had Tamad infiniment pour tous ces actes posés en faveur de nos populations. C'est pourquoi nous, populations de l'Aïr et de la Zawak, soutenons son Excellence El-Hadji Mahamadou Issoufou, son Premier ministre, Birji Rafini, pour toutes les actions futures, Inch'Allah. Culture à présent pour clore ce journal, le Palais des Congrès de Niamey a abrité le week-end dernier la deuxième édition du défilé Africa Mode initié par le styliste Ibou dans le but de promouvoir la haute couture nigérienne. Cette deuxième édition a regroupé des stylistes venus de plusieurs pays de la sous-région. Le point avec nos reporters Isidore Banaba et Issa Hassan. La créativité était à l'honneur ce vendredi 5 septembre au Palais des Congrès à l'occasion de la deuxième édition du défilé Africa Mode. Stylistes nigériens, maliens, sénégalais, togolais, bref, tous ont montré leur savoir-faire à travers ce défilé. Pour le promoteur d'Africa Mode, la mission principale de ce cadre de rencontre entre stylistes nigériens et ceux des autres pays
est de promouvoir d'une manière générale la culture africaine et par là même permettre aux stylistes de mieux vivre de leur art. Jusque-là, on n'a pas encore de soutien de nos États, c'est un peu partout avec les jeunes. On n'a pas de partenaires pour nous faire confiance, pour nous donner autant de financement pour qu'on puisse produire et promouvoir nos produits. Donc voilà le concept d'Africa Mode. La deuxième édition d'Africa Mode est marquée par d'importantes innovations. Certains stylistes, comme Rabi Oumalé, venu de la région de Tawa au Niger, a lui aussi innové, comme pour ses créations avec la croix de Tawa, devenue sa marque de fabrique. Rabi Oumalé, à l'occasion de cette deuxième édition, est venu avec un nouveau concept, le tradi moderne. Le tradi moderne, c'est le tissu africain sous le forme moderne. Le tradi moderne, c'est la broderie Kora de Tawa qui embellit le vêtement. Mon concept, le tradi moderne, c'est le tissu africain sous toutes les formes modernes qu'on peut porter aujourd'hui pour aller au boulot, pour faire les uniformes de mariage, pour habiller les jeunes mariés, pour aller au boulot, pour être bien. J'ai lancé ce concept, c'est pour conserver nos valeurs culturelles au-delà de redynamiser la culture nigérienne en particulier et cette en général. Mais c'est beau de voir les matières et les couleurs qui n'ont pas les mêmes cultures, d'arriver à les associer, à les mélanger pour que ça représente un vêtement ou quelque chose, c'est beau. C'est ce qui est important dans mon travail. Pour ces stylistes qui tentent de se faire une place de choix dans cet univers de la mode, ce nouveau concept va prendre en compte toute la diversité culturelle du Niger. Une manière pour lui d'adapter ses créations à tous les groupes ethniques vivant au Niger. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à tous nos fidèles téléspectateurs de la région de Dosso, Tawa, Tillabéri, Zender, Maradi, Agadez et bien sûr Niamey, la capitale. Très belle fin de soirée. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h dans une présentation de Murtala Zouberou. Et à 20h, vous retrouverez Moudi Moussa pour la grande édition.